Rebonjour tout le monde. Alors, désolée de ce retard de 10 minutes. On va commencer de suite avec la présentation de l'association et aussi un petit résumé du projet. Mais avant cela, j'aimerais vous instruire à quelques règles qui est éteindre vos micros, s'il vous plaît, et ainsi que éteindre vos caméras. Et n'hésitez pas de prendre note parce qu'il y aura un débat à la fin du webinaire. Un petit rappel sur le programme. On va présenter l'association et un résumé du projet par sac, mais aussi suivi d'une projection de la vidéo par sac. Après, mon collègue va présenter l'application et il y aura à la fin des questions et des échanges qui peuvent prendre un format de débat. Alors, qui sommes-nous? L'association Mare Nostrum est scindée en deux mots. Mar, qui est mère, et Nostrum, notre. Techniquement, c'est notre mère. L'association a été créée en 2001 par un groupe d'étudiants. Voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Merci. Nour, pardon, excusez-moi de t'interrompre. On ne voit pas ta présentation. Ah, là, ça c'est... Ok, désolée. Hein. Ouais. Je vais arrêter de présenter. Je vais présenter directement. Comme ça, c'est bon? Oui, c'est parfait. Super. Je m'excuse de ce petit problème technique. Voilà. Alors, nos objectifs sont scindés en 4. Alors, la création d'un environnement favorisant le développement et l'interaction des jeunes. Agir pour l'environnement à travers le bénévolat et préserver le patrimoine local. Promouvoir les sports subaquatiques et sensibiliser la jeune génération à la protection à l'environnement. On a 13 ans d'expérience. C'est 13 ans de challenge. Maintenant, je vais vous présenter un petit résumé du projet PARSAC qui est l'amélioration de la connaissance sur la biodiversité marine et littorale par la science participative. Il a commencé en mai 2022 et c'est fini en septembre 2023. La chef de projet, c'était Sarah Haddad. Voilà. Le financement est mis en œuvre. Alors, on a eu des microfinancements pour l'environnement PFM, mais aussi le Fonds global pour l'environnement. Et enfin, un financement par le programme des Nations Unies pour le développement, qui est le PNUD. Notre partenaire local, c'était le CNL, TIPASA, qui est le Commissariat national du littoral, à travers une convention de collaboration, soit une co-animation des sorties ateliers pédagogiques et naturalistes, et participation à l'organisation des ateliers consultatifs. Voilà l'équipe du projet qui est Majda Bouhannash, qui est la présidente de l'association Mare Nostrum, Sarah Haddad, qui est la chef de projet, Katia Abad, la chargée du suivi et de l'évaluation, et on a aussi la chargée des finances qui est Siham Ben Saada, Nassim Essani, chargé de la communication, Islam Ben Tahar, chargé de l'expertise scientifique, et Tamani Karam Mustafa, chargé de l'expertise scientifique. Voilà l'équipe au grand complet avec les bénévoles. Le cadre général du projet, alors la date de lancement, c'est en mai 2022. Alors, notre public cible, c'était les directions locales, les universités, les clubs de plongée, les écoliers et le grand public de la wilaya de Tipaza. Les objectifs visés,
c'est impliquer les institutions et les directions de l'environnement, aussi la pêche, dans la création d'un répertoire d'espèces, mais aussi sensibiliser les écoliers et les plongeurs, le grand public, sur l'importance de la biodiversité. Et enfin, comme résultat final, c'est de créer un réseau d'observateurs pour alimenter l'application PARSAC, améliorer l'accès aux connaissances sur la biodiversité marine et locale. On reviendra en détail sur l'application PARSAC avec mon collègue Islam Mpar. Les activités réalisées dans le cadre du projet PARSAC, c'est un séminaire d'ouverture du projet, 3 ateliers consultatifs, 2 sorties naturalistes, 4 sorties et ateliers pédagogiques et 3 formations d'initiation à la biologie marine, 2 formations d'initiation au protocole de suivi scientifique. On commence avec le séminaire d'ouverture du projet. Alors, avec qui? Surtout avec nos partenaires, c'est-à-dire la direction de l'environnement, CNL, la DGF, l'ISMAL, l'USTHB. L'objectif atteint, c'est la présentation du projet et fédération de ses parties prenantes. On saute vers les 3 ateliers consultatifs, toujours avec nos partenaires, c'est-à-dire là, on a rajouté la chambre de la pêche, les écoles de pêche, les clubs de plongée, qui sont des acteurs majeurs durant ce projet. Alors, l'objectif atteint, c'est la concertation sur la problématique de manque de données sur la biodiversité et le besoin de création d'une base de données harmonisée. Amélioration des fonctionnalités de l'application PARSAC suivant les suggestions des parties prenantes participantes. Maintenant, c'est les sorties naturalistes qui étaient avec des étudiants universitaires et le grand public. L'objectif de ces sorties, c'était l'amélioration de la connaissance sur la biodiversité littorale et marine de l'anse de Kwali, à Tipaza, et ainsi que la sensibilisation aux enjeux de protection et de préservation de l'environnement marin et les impacts et leurs éventuelles conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes. Les sorties et les ateliers pédagogiques, ça s'est fait avec des collégiens de Chachel et de Tipaza, ainsi que des maisons de jeunes et des associations. L'objectif, c'était d'améliorer la connaissance sur la biodiversité littorale et marine de l'anse de Kwali à Tipaza, qui est une aire marine protégée, sensibilisation aux enjeux de protection et de préservation de l'environnement marin. Maintenant, on est passé vers la formation d'initiation à la biologie marine, avec 37 personnes entre plongeurs et non-plongeurs issus de différentes wilayas côtières. L'objectif qui a été atteint, c'était l'initiation à la biologie marine, la sensibilisation aux enjeux de préservation de l'environnement marin, prise de conscience des différents groupes taxonomiques et définir et connaître les critères d'identification caractérisant chaque groupe. On a fini avec la formation d'initiation au protocole de suivi scientifique. 11 plongeurs ont été sélectionnés lors de la formation sur la biologie marine, issus des différents wilayas côtières. L'objectif qui a été atteint, c'était l'initiation des plongeurs au suivi scientifique, donner une vue d'ensemble sur les techniques de suivi naturalistes et scientifiques en scaphandre autonome, connaître les règles de plongée adaptées à la plongée scientifique. Maintenant, par rapport aux outils qui a été créés par l'association, on a élaboré deux types de fiches côtières et terrestres. Celle-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, la première, c'était pour les sorties naturalistes. Ensuite, on a ciblé les espèces les plus communes qu'on trouve au niveau marin et terrestre. Ensuite, on a fait aussi des fiches d'observation scientifique
qui ont été distribuées lors du suivi scientifique avec les 11 plongeurs et les fiches espèces qui ont été aussi distribuées lors de la sortie du suivi scientifique. Merci pour votre attention. Et là, on va enchaîner avec une petite vidéo qui va nous présenter l'application Parsac. Avons-nous une réelle connaissance sur notre patrimoine biologique marin et littoral? Avec ses 2148 km de linéaire côtier, l'Algérie regorge d'une diversité de paysages et d'espèces marines et littorales exceptionnelles. Néanmoins, cette diversité est menacée par des activités humaines et d'autres phénomènes naturels. Sommes-nous en mesure de freiner l'érosion de la biodiversité marine? La réponse est oui. Oui, en améliorant notre connaissance et en agissant aujourd'hui. Mieux comprendre pour mieux protéger et mieux conserver notre idée. Parsac est l'application citoyenne et engagée pour la sauvegarde de la vie marine. Que vous soyez plongeur, scientifique, pêcheur ou tout simplement un amoureux de la nature, votre contribution est importante. Grâce à cet outil, vous participez activement à un projet de science participative et vous devenez un membre du réseau Sentinelle. Alors, soyez un acteur du changement et téléchargez Parsac. Parsac, l'outil digital au service de la conservation de la biodiversité marine. Je vais laisser la parole à mon collègue qui est biologiste marin, mais aussi chargé de l'expertise scientifique du projet Parsac, qui est Islam Bontahar. Merci Nouriem. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là pour cette session introductive à l'utilisation de l'application Parsac dédiée à la collecte et au traitement d'observations marines et littorales. Mon nom est Islam Bontahar, moi je suis biologiste marin et photographe sous-marin et aussi le responsable scientifique de l'association Mare Nostrum. J'ai le plaisir d'être avec vous pendant ce webinaire, une vingtaine de minutes, pour vous expliquer, vous donner les grandes lignes de l'usage et comment utiliser cette application. Sachant que nous n'allons pas aborder des aspects beaucoup plus techniques, mais surtout des aspects beaucoup plus pragmatiques sur l'utilisation de l'application. L'idée, c'est aussi d'engager une communauté qui est essentiellement structurée en plongeurs, en activistes associatifs, pour renforcer la connaissance et renforcer aussi l'utilisation de cette application. Prochaine diapo. Alors, je vais faire tout ça rapidement parce que ça a été rappelé par Nouriem, par la présentation et par le contexte du projet. L'idée principale d'un scientifique ou sinon des défenseurs de la nature, c'est avoir de la connaissance. Mais cette connaissance, il faudrait qu'elle soit accessible. Donc, pour plein de scientifiques ou non scientifiques en Algérie, la connaissance ou l'information liée au patrimoine biologique ou marin se trouve essentiellement soit dans des rapports d'institutions, soit dans des rapports au niveau universitaire ou des publications. Et parfois, la difficulté réside dans le fait que ces rapports-là ou cette information-là, elle est distillée, dispersée, et dont l'usage, ou plutôt l'accessibilité est difficile. Donc c'est pour ça que nous avons réfléchi à essayer de construire une sorte d'outil qui nous permet à la fois, de collecter de l'information de façon, disons, participative, grâce aux sciences participatives, mais casser les murs et rendre ces informations, cette connaissance accessible, que ce soit aux scientifiques, aux non-scientifiques, aux naturalistes,
mais également aux gestionnaires, institutions de l'État qui ont cette responsabilité de protéger et de conserver le patrimoine biologique. Prochaine diapo. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une application, une solution digitale pour concevoir finalement un répertoire d'observation citoyenne, comme je disais, et par la suite avoir une communauté, parce que avoir un outil c'est intéressant du point de vue avancée, innovation, mais si cette avancée n'est pas utilisée, n'est pas pratiquée, ben on aura très peu de résultats après un certain nombre, certaines durées, disons, de pratique. Prochaine diapo. Donc, de cette idée, de cette réflexion, donc on a conçu une deuxième phase de Parsac, parce que Parsac, c'était une première application sommaire, qui était un formulaire qu'on pouvait utiliser sur smartphone. Donc, avec le concours du PNUD et les partenaires, nous avons, grâce à l'association Mare Nostrum, pu donc collecter, concevoir, disons, ou designer cette application, qui est un outil digital de collecte d'observation de terrain, grâce aux contributeurs, les pêcheurs, les plongeurs, ceux qui se baladent le vendredi ou le samedi au bord du littoral, mais surtout, clairement, c'est ça disons la quintessence de cet outil, c'est de créer derrière une plateforme de réception, de traitement, d'organisation de données, d'observation standardisées pour qu'elles puissent être utilisées à différents niveaux de traitement. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, l'un des objectifs, c'est de faciliter, grâce à cet outil, la collecte de données sur la biodiversité marine. Et aussi de signaler des observations, donc des observations soit d'espèces marines ou littorales, que ce soit faune et flore, mais aussi des événements qui soient récurrents ou sporadiques, disons des blooms phytoplanctoniques, des échouages, de la pollution, etc. C'est avoir un œil sur le littoral et surtout devenir, autant que contributeur, le disséminateur de l'information ou des observations. Prochaine. Donc les objectifs, comme j'ai dit, c'est d'avoir un répertoire de listes d'espèces faunistiques et floristiques. C'est ça l'importance de cet outil. Et derrière aussi avoir une galerie ou une liste, plutôt un répertoire iconographique de photos qui permettrait de constituer une base de données, une base de référentiel des espèces qu'on peut retrouver sur le littoral algérien. Prochaine. L'objectif aussi, c'est comme l'outil, il se base essentiellement sur un travail de la société civile. Donc l'idée, c'est de créer aussi un réseau de veille scientifique naturaliste basé sur les sciences participatives, et ceci par la formation, comme ça a été déjà fait, sur l'identification d'espèces marines et littorales. Mais derrière, si un phénomène, je donne un exemple, c'est un phénomène d'observation est récurrent sur une espèce, une zone ou un périmètre, et ces observations, si elles sont factuelles et temporelles, et on a une évolution dans le temps, l'idée c'est aussi de donner une sorte de veille naturaliste pour constituer une observation sur de plus longue durée et voir si ce phénomène, si cette observation est plutôt temporelle, ou bien, pas temporelle, pardon, mais plutôt ponctuelle, ou bien s'il y a une évolution, soit négative et positive. Donc ça nous donne aussi un repère dans l'espace et dans le temps. Prochaine. Alors, comment ça marche, l'application? L'application, il y a deux endroits où on peut la télécharger. Donc, soit, prochaine diapo, soit vous allez sur Play Store, donc elle est sur Play Store, vous pouvez la télécharger directement sur votre smartphone, ou bien vous allez sur le site
parsac-dz.org, vous avez un lien de téléchargement sur la version, ou plutôt le support Android. Pour l'instant, on est sur Android, mais dans les prochaines années, peut-être, l'idée, c'est aussi de développer un iOS dédié pour l'application. Prochaine diapo. Alors, dès que vous téléchargez l'application, vous avez une interface qui s'affiche. Et c'est le première interface, c'est la langue. Donc, on a préféré avoir choisir deux langues pour cette application. Donc, soit en français, pour renseigner les formulaires, ou bien Blarabia, pour ceux et celles qui sont beaucoup plus à l'aise avec cette langue-là. En tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un outil qui est adapté aux besoins, mais surtout, si on veut l'utiliser, on l'utilise avec la langue qui est pour nous la plus adaptée. Prochaine. Une fois vous choisissez la langue, vous arrivez sur une interface qui est sur votre gauche, où c'est écrit « C'est parti », vous pouvez commencer votre observation. Donc là, vous avez trois petites fenêtres, trois onglets, je vais dire aux trois boutons. Donc inscription, connexion et je ne souhaite pas m'identifier. Donc dans ce cas de figure-là, il est important pour nous que tous les observateurs soient identifiés. Pourquoi? Parce qu'une identification permet déjà de tracer l'observation, mais aussi connaître celui qui a fait ou a renseigné le formulaire et avoir un contact direct avec cette personne pour pouvoir, le cas échéant, le contacter pour valider, disons, affirmer ou infirmer et poser certaines questions de validation de l'observation. Donc, vous avez à vous identifier, vous devez vous inscrire, donc créer un compte qui permet après à l'observateur automatiquement de se reconnecter de façon périodique à chaque fois où il a envie de présenter, plutôt de renseigner une observation. Reviens s'il te plaît. Oui. Alors, donc ce cas de figure-là, c'est essentiellement pour les personnes qui, pour nous, on pourrait qualifier d'observateurs permanents. Des observateurs dont l'effort d'observation ou l'effort de renseignement de formulaire est assez important. Dans un autre cas, si vous ne voulez pas vous inscrire et vous utilisez l'application de façon vraiment ponctuelle et sporadique, on ne vous oblige pas dans ce cas de figure-là de vous identifier. Vous serez qualifié d'observateur occasionnel et dans ce cas de figure-là, vous passez tout en bas et vous appuyez sur le bouton « Je ne souhaite pas m'identifier » et comme ça, vous passez directement à la prochaine étape de renseignement de formulaire. Alors, je vais passer essentiellement pour la partie inscription, pour l'inscription du formulaire. Donc, vous avez à renseigner donc à droite de l'écran le nom, prénom et votre adresse mail pour qu'on puisse tracer la personne qui a fait le renseignement du formulaire. Prochaine. Et par la suite, vous avez 3 niveaux encore d'inscription, de renseignement. C'est quel est votre profil, qu'est-ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous êtes photographe, plutôt pêcheur, plongeur, plutôt un scientifique, un naturaliste, un biologiste marin par exemple. Donc là, pour nous, c'est important aussi de savoir quelle est la population qui utilise l'application. Et bien évidemment, vous renseignez un numéro de téléphone et un mot de passe important pour verrouiller votre compte parce que ça sera un compte unique et un compte dédié à l'utilisateur. Donc vous avez prochaine. Merci. Donc juste après l'inscription, vous arrivez sur un autre onglet qui va vous demander de vous connecter. Donc vous arrivez sur cette interface d'inscription, plutôt de connexion. Donc vous mettez par la suite. Malheureusement, je pense que j'ai pas mis la diapo. Désolé, parce que je me rends compte. Vous allez avoir juste votre adresse mail à renseigner et le mot de passe que vous avez choisi pour vous identifier et pour pouvoir rentrer, utiliser l'application. Une fois
renseigner, vous allez rentrer sur cette interface-là qui est le formulaire, la première étape du formulaire. Donc, pour renseigner un formulaire, vous devez, il y a la première étape, vous avez le type d'observation que vous voulez faire. Vous avez en gros 5 types d'observations que vous pouvez faire. Donc, soit vous allez renseigner une observation d'un animal que vous avez vu ou d'un végétal. Vous arrivez à faire la différence entre un animal et un végétal. Peut-être c'est une pollution que vous voulez faire remonter, un échouage d'un animal ou d'un cétacé par exemple. Une infraction que vous considérez, un événement que vous considérez une infraction au titre du droit du littoral et de la mer. Ou bien, si vous avez un doute dans tout ça, vous avez à cocher, je ne sais pas. Je veux renseigner ce formulaire, j'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Et dans ce cas de figure-là, je vais choisir je ne sais pas. Donc voilà, sachez que chaque observation, en fait chaque formulaire renseigne une seule et unique observation. Si vous avez fait un constat de plusieurs observations, ce sont plusieurs formulaires que vous devez renseigner l'un après l'autre. Après validation du premier, vous passez à une seconde observation avec les annotations et les renseignements que vous voulez apporter. Prochaine. Alors, une fois le type d'observation choisi, vous allez tomber sur une interface à 2 niveaux. Donc, soit pour alimenter le formulaire en photo. Ce qui est important, c'est d'avoir une observation, mais qui est photo, on va dire, qu'on peut identifier. Si on nous dit qu'il y a une observation, ça a été fait, mais on n'a pas de photo qui peut prouver le phénomène ou l'observation, il est difficile pour nous de la garder et d'attribuer un caractère de véracité. Donc vous avez 2 niveaux, donc une observation in situ. Si vous êtes sur place, vous avez vu un événement, une espèce, vous pouvez déclencher automatiquement votre appareil photo de votre téléphone directement sur l'application et vous prenez une photo. Ou bien vous allez passer à la galerie et je vais vous montrer plus tard les prochaines étapes. Alors la prochaine étape, s'il te plaît. Alors, la première, c'est quand une observation est in situ, donc on a l'avantage d'avoir une photo qui est géoréférencée. Donc, la photo va être automatiquement localisée sur Google Maps. Et ça, on va le voir un peu plus tard. Et elle sera datée. Donc, si une photo est prise sur place, donc photo datée, géoréférencée, ça c'est l'avantage. Et ça, c'est essentiellement pour ceux qui vont utiliser leur smartphone. Donc, j'ai fait juste une prise, c'est la photo qui est au milieu, j'ai appuyé sur l'icône photo, prendre une photo, j'ai pris une photo banale. Donc là, l'application me demande soit de réessayer ou de valider, donc je mets OK. Dès que je valide, elle passe sur une troisième étape, une troisième interface qui est le répertoire de transfert des informations photographiques. Et là, je peux rajouter, en appuyant sur les petits plus que vous voyez, d'autres photos de l'observation, ou bien vous allez tout en haut, à droite, vous avez une petite poubelle. Donc là, vous pouvez appuyer sur la poubelle si vous voulez effacer cette photo que vous considérez inappropriée, peut-être floue, inadaptée, et aussi de moindre qualité. Parce qu'il est important d'avoir au moins un niveau de qualité important sur les photos. Alors, ensuite, nous avons 2 possibilités. Une possibilité aussi que vous avez une photo que vous avez prise, ça c'est dans le cas des naturalistes qui utilisent des appareils photo ou des photographes sous-marins ou autres. Vous avez prendre la photo sur votre appareil photo et puis après vous la transférez sur votre téléphone. Et dans ce cas de figure-là, vous allez chercher sur votre galerie, en appuyant sur l'icône « Prendre une photo de la galerie », vous allez choisir les photos que vous avez téléchargées sur votre téléphone. Et même constat, donc vous choisissez la photo que vous voulez et vous la transférez sur le module de transfert photographique et vous validez tout en bas. Prochaine.
Ensuite, il y a des informations sur l'observation de l'environnement. Très important. Pour consolider l'observation, il faut identifier l'habitat, dans quel habitat ou quel espace la photo a été prise. Est-ce que c'est de l'herbier? Est-ce qu'on est sur de la roche, du sable? Est-ce que c'est en plongée? Est-ce que c'est sur une paroi rocheuse? Est-ce que c'est dans une grotte? Tout ça est important à renseigner pour consolider notre observation. Aussi, vous avez la possibilité de renseigner la taille de votre observation, si c'est une espèce, d'évaluer plus ou moins sa circonférence ou bien sa dimension. Si vous êtes en plongée, aussi, c'est d'identifier aussi la profondeur et le nombre d'individus que vous avez observés. Prochaine. Ensuite, dès que vous validez cette étape, vous passez à la troisième, avant-dernière étape, c'est des informations géographiques sur les lieux d'observation. Ce qui est important, c'est qu'on a déjà un point GPS grâce aux photos géoréférencées, mais on n'a pas de point GPS forcément pour celles qui ont été transférées de la galerie. Donc, pour consolider aussi l'observation GPS, on a privilégié aussi d'ajouter disons manuellement les wilayas où l'observation a été faite, les communes et éventuellement un lieu dit, un endroit où j'ai mis par exemple à Mostaganem, le rocher plat qui n'est pas forcément existant sur une carte, mais les gens l'appellent rocher plat. C'est pour affiner davantage l'observation et le lieu où l'observation a été faite. Avant-dernière étape, donc on est sur deux types d'observation, donc soit l'observation s'est faite in situ ou bien l'observation s'est faite de façon différée. Donc si on est sur une observation qui a été faite in situ, donc la photo elle est géoréférencée, elle est datée, vous avez qu'à cocher en bas, j'ai localisé la position, donc je suis sur place, donc il n'y a rien à rajouter, vous cliquez dessus et vous envoyez l'information à la prochaine étape. Par contre, pour les photos qui ont été prises de la galerie, là, il est important d'introduire sur la carte le point d'observation manuellement. Donc, vous allez chercher sur la carte, donc interface droit, vous allez chercher sur la carte où clairement l'observation a été faite, ou précisément, vous essayez de mettre le point le plus précis possible, même si c'est difficile. Et dès que c'est fait, vous cochez « J'ai localisé la position » et vous validez. Prochaine étape. Merci. Alors, dernière étape, c'est finalisation de l'observation. Donc, vous avez renseigné les types d'observation. Quel type d'observation vous avez eu? Est-ce que c'était une pollution, un végétal, un animal que vous avez observé? Vous allez télécharger les photos, ce que vous avez fait. Les informations sur l'environnement. Est-ce que ça a été observé sur le rivage, dans un port, disons, en pleine mer? Vous avez renseigné les informations géographiques ou les lieux d'observation de l'événement, et au final, vous allez valider le lieu d'observation. Dernière étape, c'est d'envoyer automatiquement après le formulaire et vous allez recevoir la notation ou un message automatique sur votre interface. Donc, félicitations, le formulaire a bien été envoyé et une observation a été enregistrée avec succès. En plus de ça, vous allez recevoir par mail notification en vous remerciant d'avoir utilisé Parsec et que l'observation que vous avez faite a bien été transférée sur la base de données, pas la base de données, mais surtout le tableau de bord que nous utilisons pour le traitement des observations. Voilà, dernière étape, je vais vous remercier pour d'être resté jusqu'à la fin, même si j'ai fait un peu vite. Je vais vous demander juste que, en fait, cette présentation, elle est très très sommaire. Je vais laisser plus le débat pour les échanges et surtout adoptant après le réflexe Parsec. Voilà, je vous remercie. Merci Sam pour cette présentation. Alors maintenant, on va laisser place au débat, aux questions. Du coup, si vous avez une question, n'hésitez pas à soit utiliser le chat ou bien unmicer votre micro et poser la question directement.
Allez-y, n'hésitez pas. La question, ma présentation était en français, mais vous pouvez vous poser vos questions بالعربية. Le plus important, c'est qu'on essaye d'échanger, d'apprendre comment utiliser cette application et que vous puissiez aussi être acteur de cette application. Alors, Najib, je te donne la parole. Najib, peut-être ton micro est éteint, hein, on t'entend pas. Si tu es en train Salam de... alaikum. Ah oui, salam. السلام عليكم. السلام. راك تسمع فيا؟ أنا نسمعو فيك نجيب، مرحبا بك. الله يسلمك. يسلم خويا. مساء الخير عليكم كامل. بون تو دابور يعطيكم الصحة l'association Marine Nostrum pour cette initiative. Voilà. Enfin un outil digne كما يقول لك راح نقدروا نستعملوه في الجزائر. Voilà un outil للناس كامل. C'est de la vraie science participative, ماشي كيما certaines personnes pour ne pas trop bien se critiquer le rachis, certaines personnes qui font de la science individuelle, voilà. Ils font des études, des publications, mais ça sert que à leur carrière professionnelle et personnelle. Alors, comme ça prouve encore que les associations sont un outil très efficace et incontournable pour soit la protection, la préservation et le suivi de la biodiversité, soit marine ou terrestre. Et sincèrement, vous êtes très efficace, mieux que certaines administrations chargées de ces activités-là. Merci Najib. Alors, merci. je passe. Allah يسلمك يعطيكم الصحة على كل حال. J'espère que vous aurez un autre financement pour continuer à faire de la sensibilisation pour cette application. Pourquoi pas aller sur le terrain, voir les pêcheurs, les plongeurs et leur montrer mieux que ça fonctionne. L'application participe. هذا هو الشيء اللي راه خصنا في الجزائر. انا جو plongeur, je suis forestier. Malheureusement, il y a beaucoup d'informations qui circulent et ces informations sont pas vraiment valorisées. Alors اسلام خويا انا شوف عندي اقتراحين زوج الا كان تسمحوا لي. Juste avant. Le premier, ça concerne la photo. D'accord. OK. Je suis tout à fait d'accord معك. Il faut la photo pour confirmer l'espèce ou quelque chose. Mais malheureusement, dans le terrain, des fois, on arrive à observer les espèces. Donc, surtout les espèces animales sont très mobiles, craintifs aussi. Alors, on n'aura pas le temps de les photographier. Et la présence terme, elle est vraiment, d'un côté scientifique, elle est très importante. Avec l'observation, elle est très importante. Par exemple, un exemple, le balbuzard pêcheur qui est un rapace. C'est rarement où nous نشوفوه. Sur la côte تاعنا, c'est difficile de le photographier. C'est un exemple, juste un exemple. Alors que j'utilise d'autres applications, c'est pas nécessaire de mettre la photo puisque généralement ما نقدروش نشوفوا سواء ما نقدروش نصوروا l'espèce puisque راهي بعيده ولا puisque راهي موبيل. هذه الحاجه الاولى. ما دوزيام يعني الاقتراح تاعي لا بروبوزيسيون تاعي الثانيه. Si vous mettez la date, juste ajouter l'interface avec la date de l'observation. La date, c'est une information très importante pour les scientifiques, surtout quand on suit des espèces, soit migratrices ou là qui bougent beaucoup, ou le passage terrain, puisqu'elle a une espèce, نشوفها اليوم نصورها et après une semaine ou un mois باش نقدر ندخلها نفكر ندخلها في l'application. Donc déjà on a le portable تاعي اللي بزاف تاع les espèces اللي نسيت ما دخلتهاش في l'application. Alors ماذا بينا si vous ajoutez la date. Et même pour les scientifiques, c'est très important pour faire le suivi des espèces, notamment soit les périodes de l'immigration, la reproduction, la IH. Voilà, merci. Merci beaucoup Nadi pour ces informations. Chauf, pour te répondre directement, rapidement, hein, sur les observations d'espèces mouvantes qui peuvent être difficilement identifiables et qu'on puisse les photographier de loin. En fait, ce qu'on va faire, c'est essentiellement
pour des scientifiques ou des naturalistes chevronnés comme toi, si dans la mesure où un milan noir ou un balbuzard pêcheur peut être identifié par Najib Ben Ayed, qui est un naturaliste, qui est un forestier, ça on peut le lister et on mettrait éventuellement dans les observations que l'animal n'a pas pu être photographié. Mais la véracité de l'observation est confirmée par le naturaliste qui a pu l'observer. Deuxième réponse, pour rajouter la date, c'est pour te rassurer, parce que c'est des éléments que nous avons déjà reçus. On va demander, c'est en cours, ça sera la prochaine mise à jour de l'application, nzido la date d'observation qui existait déjà dans la première version, mais on va rajouter la date d'observation dans le formulaire. Comme ça, on peut automatiquement avoir la date qui s'affichera lors de l'extraction des informations. Voilà, Najib. Merci, Khouya Islam. Alors, Islam, on a une question de Hammani Mahdi. Alors, il te dit, les étudiants en biologie sous-marine pourront-ils consulter la base de données? Pourront-ils l'utiliser pour leurs travaux? Merci beaucoup, Mahdi. Excellente question. L'idée en fait principale de ce travail, c'est de constituer une base de données ou un répertoire, et un répertoire structuré et harmonisé selon un référentiel. Une fois ce référentiel mis en place, on mettrait à disposition l'information à différents niveaux. On n'en est pas là aujourd'hui encore parce qu'il faut encore avancer sur l'outil lui-même de collecte, mais aussi l'outil de traitement qui est en back-office ou sur le tableau de bord. Une fois on arrive au terme de notre réflexion de structuration de l'information de la base de données, on pourrait éventuellement, dans ce cas de figure-là, et c'est ça l'objectif final, créer des comptes d'utilisateurs, mais pour consulter la base de données. Donc, ça serait des comptes donnés sous autorisation, soit aux scientifiques, soit aux étudiants qui sont en train de faire leurs travaux de PFE ou thèse, et bien évidemment aux institutions et aux universités et gestionnaires, bien sûr, qui ont besoin de ce type d'informations. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Si tu veux clairement une réponse, ça serait dans les prochaines années, Inch'Allah. Merci, Islam. Je laisse la parole à Walid. Bonsoir tout le monde. Merci pour la présentation. Vous arrivez à m'entendre bien? On t'entend très bien, Walid. Ah, très bien, super. Donc, ma question, peut-être qu'elle est liée un peu à la précédente. En fait, je voulais savoir si c'est possible de télécharger les points GPS des données collectées. Et aussi, si c'est possible de télécharger sous format tableau, enfin, la base de données, ainsi qu'en format vecteur pour les points GPS. Voilà. C'est pour l'usage des SIG. Voilà. Mm-hmm. Alors, ma réponse est presque la même de celle que j'ai donnée à Mahdi. L'idée, c'est d'avoir une base de données structurée, mais aussi une carte interactive. Cette carte permettrait de projeter tous les points d'observation confirmés sur l'interface d'usage qui peut être visible pour les utilisateurs. Alors, pour discuter les points GPS comme tu le souhaites, je ne vais pas te répondre parce que jusqu'à présent, on n'en a aucune idée qui pourrait avoir l'usage de ces points GPS. Personnellement, je ne te donnerai pas les points GPS où on a observé du mérou brun. Ou bien, on ne te donnera jamais les points GPS où on a vu de la cigale.
Donc, comme c'est des espèces qui sont des espèces protégées, qui sont considérées des espèces vulnérables et protégées, c'est essentiellement pour récupérer une donnée et considérer l'état de population, l'état de santé ou l'état de la population, pour que les gestionnaires ou les scientifiques puissent derrière construire un projet scientifique pour la conservation, la protection, etc. Mais donner je veux dire, au commun des mortels les points GPS de toutes des observations, ou peut-être des observations de corbes ou autres, dans ce cas de figure-là, je peux te dire aujourd'hui, ça ne sera pas possible. D'accord, oui. Très bien. Sauf que ces distributions, ces informations-là doivent être aussi discutées dans le comité scientifique de l'association, le comité scientifique aussi avec des partenaires institutionnels pour structurer notre démarche sur du long terme. Là, on est en train de parler de base de données ou peut-être d'un répertoire ou d'un outil qui sera utilisable et accessible avec le niveau de connaissances qu'on peut considérer et construire sur une dizaine d'années. Oui. Allez, je vais être timide, je vais être gentil, je vais être timide un peu, je vais dire 5 ans, si on a vraiment des observations et un effort d'observation qui est important. Je dis important, c'est-à-dire que sur une communauté, on a plus de 10 000 observations par an, par exemple. Ça permettrait d'avoir de la donnée, un temps T sur 5 ans avec un effort important et qui peut donner une image relativement correcte de certaines espèces qui ont été observées. Voilà. D'accord. Très bien. Merci Walid pour ta question. Je vous en prie. Merci à vous. Alors, chers participants, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser les questions. Hein. On essaiera d'y répondre comme on peut. On est tous Walid et Ibrahim ont levé la main. Voilà. Ibrahim, je te laisse la parole. Ibrahim, tu es là? Je pense qu'il n'est pas là. Je ne le vois pas dans le... Un problème de son. Il a un problème de son. Il peut poser sa question dans le chat. Hein. C'est beaucoup plus, peut-être, c'est plus adapté à sa situation. Oui. Avant Ibrahim, on a une question de Hamani Mahdi. Il te dit, quand on fait une déclaration ou observation, la verra-t-on sur une carte de manière grossière et non précise? Je comprends pour le braconnage, entre parenthèses. Alors, pour répondre à ta question, aujourd'hui, on n'a pas d'outils visuels. On n'a pas d'outils qui permettrait de visualiser la distribution des points d'observation. C'est prévu dans les prochaines années, en espérant que l'association puisse avoir des financements, parce que ça nécessite de l'argent pour développer cet outil de géoréférencement et de cartes interactives. Si bien sûr c'est ainsi, on est dans le conditionnel. Si on a assez de fonds, la prochaine étape c'est d'avoir un site, donc une interface virtuelle sur laquelle on peut voir la dispersion des différentes espèces. Peut-être à un niveau, différents niveaux de sélection ou de tri, comme tu dis par exemple pour le braconnage, des espèces protégées comme la cigale, le mérou, la langouste et autres, corbes, ce type de points n'apparaîtront pas. Mais par contre,
on pourrait éventuellement, dans ce cas de figure, voir des points où on a observé des éponges calcaires, des éponges des gorgonaires ou autres espèces. Mais aujourd'hui, l'outil n'existe pas malheureusement, mais c'est prévu dans quelques années. Alors, pour la question d'Ibrahim Atta, est-ce que, si possible, d'utiliser de données anciennes pour alimenter la base de données, pour établir une situation, et avec l'application, au fur et à mesure, on peut faire des comparaisons? Oui, c'est excellente question, Brahim. Ce que disait Najib tout à l'heure, ça tombait exactement par rapport à l'utilisation peut-être de données antérieures. Si on doit utiliser des données antérieures, il faut qu'elles soient datées. Si on n'a pas, aujourd'hui, on n'a pas l'interface date, mais on va le restituer sur l'application. Et dans ce cas de figure, on peut choisir sur cette interface la date où l'observation a été faite, par exemple 2-3 ans auparavant. Et comme ça, on aurait des données antérieures, des données actuelles, éventuellement un suivi sur du long terme, des données futures sur soit une espèce, soit sur une zone, soit sur, par exemple, sur un phénomène, et voir son évolution dans le temps. Si ce phénomène perdure, il revient chaque année, est-ce que c'est à une période donnée, etc. Ou est-ce que sur cet espace-là, une espèce invasive qui s'installe, ou une espèce patrimoniale qui est là, qui régresse ou qui prend de la place. Ça, c'est des données assez intéressantes pour pouvoir tracer une carte sur l'état de santé et l'état d'évolution de la nature. Parce qu'on sait tous que la nature n'est pas figée, mais la nature est en total changement, mais sous l'effet de certains phénomènes qui soient anthropiques ou naturels. Mais effectivement, dès que la mise en place, plutôt la mise à jour de l'application sera faite, idéalement, c'est qu'on puisse intégrer des données antérieures. On a un petit commentaire de Radia Shniti. Elle te dit bonjour, je vous remercie pour l'initiative très utile, espérant pouvoir utiliser la base de données de l'application comme source d'information de la faune et de la flore marine algérienne. On aimerait bien que ça soit moins de 5 ans. Est-ce que c'est possible? Tout dépend. Radia, tu es une scientifique et tu connais très très bien le nerf de la guerre. Si on doit utiliser une application, tout dépendra des utilisateurs et de la qualité des observations. S'il y a un effort d'utilisation, si on a donc notre rôle c'est de sensibiliser à l'usage de cette application. Notre rôle aussi c'est de faciliter son accès et son rôle aussi c'est de faciliter l'utilisation pour des protocoles de suivi. Ensuite, c'est le bon espoir des scientifiques et des naturalistes, c'est que qu'il y a un effort citoyen. C'est vraiment je suis en train de réfléchir à voix haute, mais c'est vraiment le rôle du colibri. Tout le monde connaît cette histoire de colibri. Moi, je fais ce que j'ai à faire dans un désordre extraordinaire, mais je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est que chacun de nous, plongeurs, naturalistes, ceux qui aiment la nature, ferait pour la nature en termes de connaissances. Si on améliore notre connaissance sur tout le littoral, avec un effort important, peut-être dans 5 ans, comme tu dis, on aurait assez de données pour pouvoir dire que l'application est une réussite en matière de collecte, mais surtout qu'elle aiderait la science et les gestionnaires à mieux anticiper des phénomènes, par exemple. Alors, maintenant, on a un commentaire et une question de Ahmed Inel.
Je vous félicite pour la conception de cette application, je trouve très importante. Je vous souhaite un bon courage pour la suite. J'ai quelques remarques et questions par rapport à l'utilisation de l'application. Je pense qu'il faut définir un nombre suffisant d'observateurs permanents pour se lancer dans la récupération et le traitement des observations. La deuxième question, c'est pour durabilité. Il est préférable d'appliquer les standards internationaux dans les identifications des espèces observées, format OBIS. Et est-ce que la qualité des photos est requise? Alors, je vais passer en revue tes questions. Je te remercie pour tes questions. Alors, la première, Ahmed, je pense qu'il faut définir un nombre suffisant d'observateurs permanents pour se lancer dans la récupération et le traitement des observations. Entièrement d'accord avec toi. Pour la simple et unique raison que les observateurs est une communauté. Et cette communauté va faire partie d'un réseau qu'on a appelé réseau Sentinelle. Donc ces observateurs de n'importe quel bord auquel ils appartiennent, l'essentiel qui est la motivation. Et donc ce qu'on pourrait faire dans ce cas de figure-là, cette communauté doit être formée à l'identification des espèces pour pouvoir dire oui, ce que j'ai vu est une véritable espèce donc algues ou autres, algues, animales et tout ça. Mais en parallèle, l'idée, c'est aussi de mettre en place des protocoles de suivi, des protocoles d'observation pour que ce groupe de sentinelles puisse travailler de façon récurrente dans sa zone. Nadjiba Djidjel, des personnes à Tlemcen, d'autres à Oran, d'autres à Alger, et créer vraiment un réseau d'observateurs avec des mises à jour continues et une structure de la mise en œuvre de cette idée-là. Ça, c'est clair. Après, pour la durabilité, il est préférable d'appliquer des standards internationaux dans l'identification. Est-ce que tu veux dire des standards d'identification des espèces ou bien des standards de classification des espèces? Parce que ce sont deux choses différentes. Peut-être les deux, d'accord. Donc, pour l'identification, l'idée, c'est d'avoir un réseau d'observateurs, mais aussi un réseau de scientifiques je vais appeler ça validateurs. C'est-à-dire que toutes les observations vont passer par un comité scientifique qui est, lui, constitué de différents scientifiques et experts dans différents groupes taxonomiques qui pourront affirmer ou infirmer la véracité ou de l'observation. Ça passera par un certain filtre de classification. Donc les scientifiques avec qui on va travailler, avec qui on travaille, ont ce rôle-là d'être le gardien de la qualité des observations, le gardien de la qualité de la qualité des observations et des identifications, et ce qui nous permet derrière de classer les observations selon les standards de classification taxonomique, pour que ça soit utilisé de façon harmonieuse et qu'on ait une seule base de données avec le même type de nomenclature et le même type de structure taxonomique. Après, pour ta troisième question en termes de qualité des photos, la photo est un outil d'observation, un outil de confirmation de l'observation. Si un scientifique se base sur des caractères morphologiques d'identification et que ces caractères ne sont pas visibles sur la photo, qui est de mauvaise qualité, dans ce cas de figure, ça pose un problème d'identification. Et pour pallier à ce problème-là, la chose la plus adéquate à faire, c'est de prendre des photos de qualité et des photos qui permettraient d'avoir
une sorte de vision, pas une vision, mais plutôt de vision de 360, un peu sur tous les côtés de l'individu, de observer pour pouvoir avoir un maximum d'éléments d'identification qui permettrait aux scientifiques, dans ce cas de figure-là, de confirmer l'observation. Sachant que la photo, souvent, ne suffit pas pour confirmer une observation. Les caractères morphologiques ne sont pas suffisants, dans certains cas, pour identifier clairement l'observation. Ça peut orienter, donner des orientations, mais chez certaines espèces, c'est facile de dire que voilà, pédoncule, rhinophore, des éléments d'identification clairs, ça permettrait d'orienter le scientifique. Mais si c'est pas le cas, dans ce cas de figure, il va falloir faire autre chose. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup, Ahmed. Super. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais juste... bonsoir. Oui. Moi, j'ai une question, si ça vous dérange pas. Allez-y. Oui, alors, bon, tout d'abord, donc, merci pour l'invitation et merci pour la présentation et vraiment chapeau pour ce projet et pour avoir vraiment pensé à faire cette application. Je pense qu'elle va être très, très pratique et elle est très prometteuse de mon point de vue. Est-ce que je voulais juste savoir, pour compléter aussi l'idée du monsieur qui a parlé avant moi, est-ce que l'objectif aussi de ce webinaire, c'est pas aussi de diffuser un peu l'information au sujet de cette application et de faire en sorte que voilà, qu'il y ait plus de collaborateurs et donc voilà, d'inciter les gens à s'inscrire. Est-ce que c'est aussi l'un des objectifs de ce webinaire ou est-ce que vous êtes vraiment sélectif? Voilà, et merci. Tu veux y répondre, Noriem, ou... Alors, chaque observation est importante, n'est-ce pas, Islam? Bien sûr. Voilà, chaque observation est importante et on a fait ce webinaire explicitement pour ça, pour que notre application soit vue par tout le monde et que ça soit, on va dire, on a essayé d'expliquer en large l'outil qui est Parsec et on a essayé d'expliquer aussi qu'est-ce qu'on fait de ces données et leur importance. Du coup, on pense, nous, dans l'association, ou bien entre nous, que chaque observation, elle est importante et peu importe si tu es scientifique, ou bien naturaliste, ou bien plongeur, ou bien pêcheur, ta fonction ne... C'est-à-dire, on n'a pas de critères de sélection. On n'est pas sectaire. Donc, c'est pour ça que la spécification on est strict dans l'utilisation, pas du tout. Je reviens à dire ce que Najib disait tout à l'heure. En fait, l'idée, surtout ici, c'est que il y a je sais pas qui a dit ça, mais j'aime beaucoup ça, que la science n'a pas d'intérêt, n'a qu'un intérêt que dans la sphère publique. Donc, si tu es scientifique et tu gardes l'information pour toi, cette information, elle te sert à rien, sauf à monter peut-être autant que scientifique. Mais la science, c'est fait pour être partagée. Et autant qu'association, l'idée, c'est de disséminer au maximum l'usage de cette association et que tu deviens, Youssef, Anis, acteur de l'amélioration de la connaissance en Algérie via l'utilisation de cette application. Je rejoins votre avis, oui. Merci pour la précision. Mais juste pour revenir à ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Donc, par exemple, moi, je vais m'inscrire et que je trouve ça très intéressant que, par exemple, dans mon réseau, je pense qu'il y a des gens qui seraient aussi intéressés. Donc, je vais les inciter à s'inscrire. C'est ça? Tout à fait. Voilà. C'est exactement ça. C'est à usage international. Bon, on va dire, pour l'instant, elle n'est pas utilisée, elle sera pas utilisée pour l'international, mais c'est utilisé sur les 14 wilayas littorales. Toutes les personnes algériennes
et associatifs autres qui veulent l'utiliser, ben, c'est ouvert pour l'utilisation. C'est ouvert pour apporter de l'information, de la connaissance à la science, aux scientifiques et aux décideurs et aux pays. D'accord, ok. Parce que moi, je parle de mon cas, par exemple, moi j'ai entendu parler de ce webinaire et de cette application. Je suis pas biologiste marin de formation, je reste scientifique, pas loin, je suis agronome, mais je sais qu'il y a des gens dans mon entourage ils sont mieux placés pour être voilà, observateurs beaucoup plus que moi, dans ce sens-là, et je voulais juste voilà, faire cette précision. Merci beaucoup. Hein. C'est ouvert à Bon tout le monde. courage. Merci beaucoup. Je vais dire juste, c'est ouvert à tout le monde et de toute manière, ça ne sera pas la première fois où on fera des activités de sensibilisation ou des activités d'information. Il y en aura encore d'autres, sur d'autres formats, peut-être pas webinaire, mais en tout cas sur d'autres formats pour disséminer au maximum l'usage et l'utilisation de cette application. Merci en tout cas pour ta question, Youssef. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais juste parler du réseau Sentinelle. Islam, est-ce que tu veux? Bien sûr, vas-y. Oui. Alors, on a créé un groupe WhatsApp pour partager vos observations et le retour des scientifiques, c'est-à-dire si c'est une pollution, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a prévenu le CNL? Est-ce qu'il y a eu ijra'at qui ont été faites? Si vous avez envoyé une espèce, est-ce que l'équipe scientifique elle a fait un retour par rapport à ça? C'est qu'elle a identifié l'espèce. Est-ce que c'est une espèce commune ou bien c'est une espèce en voie d'extinction ou là en danger? En cas d'échouage aussi, est-ce qu'on a prévenu CNL? Est-ce que je vais prendre l'exemple de la tortue marine? Est-ce que ça a été enterré et tout? Parce que une tortue marine, quand elle est exposée à l'air et au soleil, elle risque d'exploser et c'est un problème sanitaire. Voilà, le groupe WhatsApp, il vient d'être partagé sur le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et il y a aussi nos différents réseaux sociaux. À part l'association Marine Nostrum, on a aussi une page Instagram pour le projet Parsac. Et il y a aussi la page Facebook de Parsac où on va, durant une semaine, créer un plan de communication sur vos observations. On va dire, Ishaq, dimanche, a observé un échouage de tortue marine à Cherchel. Et on va essayer de créer une communication autour de ça pour que plusieurs gens adhèrent à notre application et essayer de faire un petit changement. Car ensemble, on peut créer du changement. Voilà. Alors, Hamani Mahdi, il nous dit, concernant les plongeurs sous-marins, en août 2012, un groupe Facebook a été créé et j'aimerais partager avec vous. Ok, super. Merci pour le partage, Hamani Mahdi. Islam, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? J'ai pas grand-chose à dire. J'ai juste envie de remercier ceux qui ont fait qui ont pris la peine de s'inscrire pour ce webinaire et que de toute façon, ça sera pas le dernier. L'idée, c'est de constituer une communauté, comme a dit Nouriam. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour échanger, mais pas virtuellement, mais physiquement. En tout cas, en présentiel plutôt, avec des plongeurs ou autres. Alors, on a un dernier message de Nassera Tahini
Bonjour, merci pour vous. C'est très intéressant ce que vous présentez. S'il vous plaît, est-ce que dans le cas, par exemple, de la pollution marine observée via les images satellites, est-ce que c'est possible de partager cette information ou bien juste en cas d'observation réelle avec des photos réelles? Merci. J'ai envie de dire oui. Toute observation devrait être gardée jalousement, surtout sur des images satellitaires comme ça. J'ai envie de dire oui. Toutes les observations doivent être récupérées, parce que la difficulté, c'est il y a un certain nombre d'observations qui sont faites par des plongeurs, des scientifiques, surtout des pêcheurs et tout ça. Mais ces observations, elles disparaissent, elles se distillent avec le temps. Et les gens ne se rappellent plus où elles ont été vues, à quel moment, qui était là, tout ça. Donc, c'est une perte d'information. Donc, une image satellitaire, si cette image satellitaire résumerait peut-être un dégazage d'un bateau, parce que dans l'observation, dans l'application Parsec, vous avez la possibilité aussi de signaler potentiel dégazage ou d'infraction que vous considérez au titre du droit de la mer ou du droit de la pêche ou autre, ou du droit du littoral. Ça serait, moi je dirais oui, au moins une capture d'écran de l'observation et de donner quelques éléments d'information supplémentaires. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, si c'est récurrent, ça pourrait faire l'objet d'une remontée d'informations aux autorités qui ont la capacité, la jurisprudence de faire, comment on appelle ça? Le mot m'échappe, mais de faire en sorte de faire remonter l'information, mais surtout de pallier ou de fixer le problème si le cas échéant est possible. Mais moi, à mon avis, oui, j'aimerais des photos satellitaires, des observations comme ça. Toute information est bonne. Elle aura son pesant d'or, en tout cas, à un moment ou à un autre, dont on aura besoin. Elle sera toujours accessible pour nous. Islam, Ibrahim Atta a une question. En cas de pollution marine, vous devez informer les gardes-côtes. Est-ce qu'il y a un dispositif à déclencher? Il y a différents types de pollution marine. Un radeau de plastique, c'est une pollution visuelle. Une nappe de carburant liée à un dégazage d'un bateau, c'est une pollution. Après, il y a un dispositif, effectivement, qui s'appelle... comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Qui est... Tel Bahr, peut-être? C'est ça, exactement. Ouais. Merci, Nouriam. C'est un dispositif qui permet d'informer les gardes-côtes, mais d'informer aussi toutes les instances qui gravitent autour du littoral pour mettre en place le dispositif en question. Chaque année, ils font des simulations pour pallier le cas échéant éventuellement à une grande marée noire ou un dégazage important. Mais il faut clarifier ce que c'est comme type de pollution pour que le niveau de déclenchement de l'observation de l'information puisse être fait. Merci Islam. Alors Brahim, il a spécifié qu'il est du CNL. Du CNL, ouais. Ouais. Alors Sarah. On prend la dernière question? Oui, ça va être Sarah. Sarah, on t'entend pas, hein? معليش نسمعوا فيك.
Ton micro est éteint, Sarah. Peut-être c'est une mauvaise manipulation. Possible. Si tu es pas là, on passe à quelqu'un d'autre pour la dernière question, pour clôturer. Bon. Alors, Sarah, elle répond sur le chat. Elle te dit problème de connexion. Il n'y a pas de souci. Tu peux poser ta question sur le chat. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Islam. J'espère la caméra. Oui. Alors, ma question, c'est simple, Islam, parce que j'ai plein d'observations et j'arrive pas à l'enregistrer sur la plateforme. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'ai un problème de localisation. J'arrive pas. Est-ce que c'est un problème technique de l'application? Parce que déjà, قلت لسارة, est-ce que c'est le problème, c'est à mon niveau? Voilà. Et ma question, c'était par rapport à la date. Déjà, merci Monsieur Najib par rapport à ça. Voilà. Et pour les deux tortues, c'est pas Cherchel, c'est à Ain Bniel. Merci Sarah pour Voilà. De rien. Sarah, c'est une fervente des observations. Elle nous aide beaucoup et elle aide beaucoup avec l'usage de l'application, parce qu'elle a pas mal d'observations. On arrive à avoir un certain nombre d'observations. Je pense que le problème se situe à ton niveau concernant les observations et surtout sur la localisation ou les points géoréférencés. On avait fait remonter ta requête au développeur qui avait résolu le problème. Moi, aujourd'hui, je me suis déconnecté, je me suis reconnecté sur l'application parce que j'avais un petit souci de prise de photos. J'arrivais plus à prendre des photos, mais je me suis déconnecté, je me suis reconnecté, ça a remarché. Parfois, il faut se déconnecter, se reconnecter pour s'il y a des bugs comme ça. En tout cas, aujourd'hui, elle marche très très bien. On n'a pas de bugs signalés. Si vous avez des bugs, il faut les signaler pour nous. Comme ça nous permet aussi de mettre à jour certaines fonctionnalités et de voir avec l'expérience utilisateur quelles sont les pratiques à améliorer, mais surtout quelles sont les fonctionnalités à corriger. Moi, je t'invite à re-regarder encore une fois, à te déconnecter, à te reconnecter. Il y a un souci sur le fait de se déconnecter. Parfois, moi personnellement, je m'en rappelais pas du mot de passe. Dans ce cas de figure, il faut utiliser une autre adresse jusqu'au moment où on va régler ce problème. Ça va se régler dans les prochaines semaines pour récupérer toutes les adresses mail et pouvoir réinitialiser les comptes qui sont déjà validés. Donc, je t'invite à regarder, à réessayer. Si ça marche pas, appelle-moi directement et comme ça, on verra ensemble où se trouve le problème. Si c'est à ton niveau, ou bien, c'est-à-dire au niveau de ton smartphone, ou bien on verra dans ce cas de figure-là. Mais pas de problème. Réessaye, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Si tu n'arrives pas à te reconnecter, utilise une autre adresse mail. Ok, Islam, merci beaucoup. Islam, j'ai une proposition. Bien sûr, quand on a des plongeurs, on est des clubs de plongée. Alors, pourquoi pas faire une formation, initiation de biologie marine et faire connaître la plateforme au niveau du club. Voilà. Très, très bien.
Merci pour la proposition. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de réfléchir. On a un plan d'action pour l'année 2024-2025 et l'objectif, c'est de renforcer les capacités des clubs de plongée qui sont les moteurs et les catalyseurs en matière de plongeurs et d'amélioration de la connaissance. Donc, grâce aux plongeurs, on peut améliorer un certain nombre de connaissances, en tout cas pour les espèces qui sont sous-marines. Et étape 1, c'est renforcer les capacités sur les méthodes et techniques d'identification des espèces. Et 2, après, c'est de vulgariser davantage l'usage de l'application. Et pourquoi pas amorcer une 3e phase, c'est la formation sur les protocoles de suivi naturaliste ou scientifique dédiés à des espèces spécifiques qu'il va falloir identifier le moment venu. Mais ça va venir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup et merci pour l'équipe Marine Nostrum, bien sûr pour vos efforts et bonne continuation. Merci beaucoup, Yatek Saha. Merci, au revoir. Merci à toutes et à tous d'être venus, de nous avoir donné 1 heure de votre temps. J'espère que ce webinaire a été très instructif, que vous avez au moins appris quelque chose. Et j'espère vous voir au niveau de nos différents réseaux. Si vous avez des questions ou bien un problème technique, n'hésitez pas à nous contacter. On est actif au niveau de nos réseaux. Et Islam, est-ce que tu as un mot pour la fin? Je veux dire merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.